Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de préparation de la semaine de la dénutrition. Je vous remercie de bien vouloir couper vos micros si vous intervenez pas, voilà, qu'on puisse avoir une bonne qualité de son et d'écoute. Et puis, je vous remercie de vous être mobilisés aussi nombreux pour cette présentation. Et on va se présenter avec Maureen. Donc moi, je suis Mélanie Muru, chargée de projet à l'IREPS, donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé. Je suis aussi coordinatrice nutrition avec Maureen ici présente. Et ce webinaire est financé par l'Agence régionale de santé. Et du coup, Maureen, je vais juste te laisser te présenter. Eh bien, bonjour à tous. Donc, en effet, je suis... ça sonne quelque part. Merci de couper vos micros. Je suis coordinatrice du programme nutrition avec Mélanie Muru. Et donc, nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux à vous mobiliser en région Bourgogne-Franche-Comté. Avec l'Agence régionale de santé, nous tenions à vous proposer ce temps en amont de la semaine de la dénutrition pour pouvoir vous accompagner au mieux à la réalisation des actions. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous un invité tout particulier qui a accepté également de bien vouloir partager son expertise avec nous sur la thématique. Donc voilà, je vais laisser Mélanie vous présenter l'ordre du jour. On va vraiment essayer de se tenir au programme qui est prévu. Voilà, on est contraint par le temps horaire, donc je vous propose de démarrer directement avec cet ordre du jour. Donc, on va avoir une introduction réalisée par le docteur Isabelle Rouillère, donc de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui nous a réalisé son introduction en vidéo et on va vous la diffuser. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le professeur Mankundia, donc qui a en effet l'amabilité d'accepter d'intervenir pour nous aujourd'hui. Et puis, nous parlerons d'actions en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le docteur Virginie Van Winmelbeke de Lannoy devait intervenir. Donc, on ne sait pas si elle pourra nous rejoindre car elle a eu un imprévu. Et puis, on aura Madame Marie Nézet qui aussi nous partagera les projets qui sont réalisés sur le territoire du parc naturel régional du Doubs-Lorget. Et puis ensuite, on finira par vous présenter des outils et des ressources pour vous aider dans vos interventions, dans vos actions. Voilà. Puis bien sûr, on vous laissera aussi la parole pour partager avec nous vos projets et puis vos questions. Donc, on va commencer par la vidéo du docteur Rouillère. Je ne sais pas si vous allez entendre, si j'ai activé le son. Dites-moi si vous entendez ou pas. Bonjour à tous les participants qui se sont inscrits à ce webinaire qui est proposé en amont de la semaine Dénutrition 2020. Attendez, je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Si, si, parfaitement. Oui, Ok, très bien, merci. Je vous... 23 qui se déroulera du 7 au 14 novembre. Comme vous le savez, cette action, elle a été inscrite dans le Programme national nutrition santé 2019-2023 sous l'impulsion du collectif de lutte contre la dénutrition et dont le président est le professeur Fontaine. Pour votre information, le PNNS 4 va être prorogé d'une année dans l'objectif de l'intégrer, l'articuler davantage avec la nouvelle stratégie nationale de l'alimentation, la nutrition et le climat issue de la loi climat résilience 2021. Cette loi, enfin cette nouvelle stratégie, effectivement, elle va intégrer des objectifs climatiques dans les politiques de l'alimentation. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Mais par contre, moi, je n'entends rien. Vous avez coupé votre micro, Mélanie, il me semble. Ah, oui, pardon. Est-ce que quelqu'un entend la vidéo du docteur Rouillère?
Vous l'entendez bien ou pas? Oui, on l'entend très bien. Ok, Oui. super. Donc, du coup, Là, c'est vrai maintenant, qu'il- j'entends. Là, maintenant, D'accord, j'entends. super. Bon, on va reprendre. OK. Pour en revenir à notre région D'accord. Et je dois couper à 15, moi. Merci. résilience 2021. Cette loi, enfin cette nouvelle stratégie, effectivement, elle va intégrer des objectifs climatiques dans les politiques de l'alimentation. Pour en revenir à notre région Bourgogne-Franche-Comté, l'année dernière, nous avons souhaité un éclairage particulier sur le champ ambulatoire et à destination des acteurs de terrain de ce champ ambulatoire et à destination des personnes âgées qui vivent à domicile. C'est pourquoi nous avons sollicité davantage les services d'aide à domicile, tout service qui intervient au domicile des personnes âgées, donc qui vivent au domicile, également les collectivités, les professionnels de santé du champ ambulatoire, pharmaciens, médecins, kinés, infirmières, aides-soignantes, les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS, et également les associations d'usagers comme l'association France Alzheimer. Le bilan de cette semaine 2022 nous a montré que plus d'une centaine d'acteurs locaux ont inscrit leurs actions sur le site national du collectif de lutte contre la dénutrition, et donc que ces actions ont été labellisées, et également qu'une importante couverture médiatique régionale a permis de diffuser au plus grand nombre et de relayer ces actions sur l'ensemble des territoires. Cette année, nous allons solliciter l'ensemble des acteurs de tous les champs sanitaires, médico-social, social, ambulatoire, puisque vous le savez, donc la dénutrition, la lutte contre la dénutrition, c'est un travail de longue haleine. Ça reste encore une maladie silencieuse qui peut toucher l'ensemble des classes d'âge de la population, les enfants qui sont atteints de certaines pathologies, les adultes également qui peuvent présenter différentes polypathologies et les personnes âgées, bien évidemment. On sait que la dénutrition a un impact délétère sur l'état immunitaire des personnes, et donc on va avoir un taux accru d'infection. Également, la déstabilisation des pathologies chroniques va être aussi impactée dans le sens de la hausse, bien évidemment, ça peut donner lieu à des retards de cicatrisation, mais également, un élément important, c'est que la dénutrition entraîne une fonte musculaire, et donc cette fonte est à l'origine souvent de chutes, et ces chutes sont à l'origine d'hospitalisation. Donc c'est pourquoi on voit que toutes les actions qu'on met en place, que ce soit de sensibilisation, d'information, de formation, à la prévention, au repérage, à la prise en charge de cette dénutrition, elles sont parfaitement complémentaires avec les actions qui ont été inscrites dans le plan anti-chute. Ce plan anti-chute a été lancé au cours de l'année 2022. Donc c'est pourquoi nous voyons que tout s'articule en région et que nous sommes effectivement très en lien avec le plan anti-chute, puisque dans une des actions inscrites dans ce plan vise à développer l'évaluation de la fragilité des personnes. Et dans l'évaluation de la fragilité, on a un indicateur important qui est le poids et la courbe pondérale. Le plan anti-chute a également inscrit une action plutôt de recherche, mais qui nous sera fort utile. C'est une recherche-action qui va solliciter la participation de 500 personnes âgées pour évaluer l'impact de l'activité physique et de la nutrition sur le maintien à domicile. Nous voyons également que toutes ces actions du programme national nutrition santé, elles sont aussi articulées avec la stratégie régionale sport santé, puisque dans les actions de cette stratégie, nous avons effectivement des actions qui visent à développer la prescription d'activités physiques adaptées, notamment maintenant en fonction des derniers textes qui sont parus, à destination des personnes âgées.
Donc, nous comptons beaucoup sur vous pour effectivement vous inscrire dans ces orientations régionales et dans ces politiques régionales qui visent effectivement à mettre en place un certain nombre d'actions pour dépister, repérer et informer, hein, que ce soit le grand public, les professionnels ou les personnes, qui visent à informer des impacts néfastes qu'ont la dénutrition sur les personnes. Vous pouvez nous solliciter pour toute information complémentaire. Si vous souhaitez effectivement relayer, et ce qui est une bonne chose, hein, ce que vous faites, les actions que vous mettez en place, que ce soit au quotidien ou que ce soit des actions qui sont développées, qui seront développées particulièrement au cours de cette semaine, des actions qui peuvent être innovantes, et que vous souhaitez effectivement qu'on les mette en avant et avec un éclairage médiatique, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous mette en relation avec les médias de la région. Donc, je laisse l'IREPS, Maureen et puis Mélanie donc, vous indiquer toutes nos coordonnées, hein, mail et téléphone. Et puis, je passe la parole au professeur Mankundia et je vous souhaite des échanges très productifs. Merci. Du coup, c'est à vous, professeur Mankundia, si vous avez encore un peu de temps à nous accorder. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir sollicité. J'espère que vous m'entendez, hein? Oui, on vous entend très bien. D'accord. De m'avoir sollicité pour dire quelques mots sur la dénutrition. De quoi parle-t-on? Alors, la dénutrition, c'est un sujet qui est particulièrement important dans la population âgée, mais pas que. Donc, moi, je vais me concentrer essentiellement à la gériatrie. On a deux troubles nutritionnels principaux. Il y a la surcharge pondérale, l'obésité, et aussi la dénutrition. Donc, on peut être malnutri en étant obèse, ça, c'est déjà une notion qu'il faut avoir, parce que la nutrition a un aspect qualitatif, quantitatif, mais aussi qualitatif. Donc, en fonction de la quantité, quand il y a des recommandations très précises des quantités de calories qu'on doit manger quotidiennement pour assurer au moins les fonctions de base et ajouter si on fait des efforts. Donc, il faut déjà une notion qui a rayé déjà, c'est que on a eu cette fausse idée qu'en vieillissant, on a besoin de moins manger. Non, le métabolisme de base reste le même, avec entre 2500 kilocalories par jour, auquel il faut ajouter les dépenses liées à l'effort physique qu'on réalise. Voilà. Le but de la nutrition, c'est d'apporter donc des nutriments, protéines, lipides, glucides, d'apporter des ions, calcium notamment, mais d'autres, des vitamines, des antioxydants pour éliminer les radicaux libres. Et tous ces éléments participent au maintien de la personne en bonne santé, éviter la dénutrition. Donc, il va se manifester par une perte de poids. Il y a des seuils. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la perte de poids doit être une alerte. Le calcul de l'indice de masse corporelle, qui est un ratio entre le poids sur la taille au carré, et puis l'apparition d'une sarcopénie, c'est-à-dire les muscles qui fondent. Voilà. Et tout ceci dans un contexte de cause qui a pu favoriser cette dénutrition. Ça peut être une maladie organique, un cancer, une infection, ou alors un problème psychologique telle une dépression. Voilà. Donc, la dénutrition, c'est un fléau. On retrouve dans la population âgée en fonction des lieux jusqu'à 50% de gens dénutris, hein, selon qu'on est à l'hôpital. C'est à l'hôpital en situation aiguë, c'est là où le taux de dénutrition est le plus élevé. En EHPAD, relativement élevé aussi, autour de 30%, on dit. Et puis à domicile, il y a aussi un taux non négligeable de patients âgés dénutris. C'est important de dépister la dénutrition, de la corriger, parce qu'une bonne nutrition va contribuer déjà à corriger la dénutrition, en tout cas à la prévenir, à corriger la malnutrition, à lutter contre l'immunodéficience. Quand on est immunodéficitaire, on est exposé
aux maladies infectieuses. Et après, on peut rentrer dans un engrenage. On va préserver sa masse qui est aussi, elle aussi importante, j'y reviendrai. On va lutter, donc pour lutter contre la sarcopénie, on va préserver sa perte osseuse en apportant notamment de la vitamine D et du calcium. Et ces deux points vont entre autres aider à éviter donc, des chutes, voilà, quand on n'a plus assez de muscles, quand les os sont fragiles. On n'a pas plus assez de muscles, on tombe. Les os fragiles, on se les fracture et ainsi de suite. On peut très vite rentrer dans un cercle vicieux et tout ceci peut aboutir à une perte d'indépendance plus ou moins totale. Voilà les points que j'avais à dire. Concernant, oui, aussi, quand on est malnutri, on va être en une situation d'immunodéficience, donc exposé aux infections qui vont être d'autant plus graves qu'on a moins de muscles, par exemple, pour les infections pulmonaires au niveau du diaphragme, qui aident aussi à éliminer les sécrétions pulmonaires afin d'éviter qu'elles ne stagnent et s'infectent et entretiennent une infection. Donc ça, c'est aussi important. La nutrition, la dénutrition, c'est aussi important de lutter dans la dénutrition, je disais, pour le bien-être général, parce que quand on est dénutri, on va être fatigué, on va être exposé à toutes sortes de maladies en dehors des infections. Et voilà, tout ceci contribue au repli sur soi. Et c'est le lien justement avec le social aussi, parce que la nutrition permet de faire le lien social aussi. Quand on est dénutri, bon, on a tendance à se refermer parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a plus confiance en soi pour sortir, on a peur de chuter. Tout est un peu lié quand on se renferme sur soi. Voilà les principales notions que j'avais à vous faire passer. Et donc, pour finir, les messages à retenir, que la dénutrition dans la population âgée est très fréquente, que lutter contre la dénutrition est un élément, un champ important de tous les professionnels qui s'occupent des personnes âgées, la prise en charge des personnes âgées, que effectivement c'est une grande cause nationale pour laquelle je vous incite à participer. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de participants, quels sont les profils des participants, mais en tout cas, tous ceux qui participent à ce webinaire, je suppose qu'ils sont intéressés par le sujet. Et je compte sur vous aussi, sur chacun de nous dans son champ d'action de lutter contre la dénutrition, d'agir en faveur d'une bonne nutrition, à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Voilà, merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai abrégé un peu parce que j'ai une autre réunion qui va s'enchaîner. Et donc, j'avais signalé déjà aux organisateurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez écrire, je garderai ouvert la session, la visioconférence, comme ça je peux peut-être répondre de temps en temps à des questions. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas de questions, voilà, on va passer à la suite. Et puis, si jamais il y en a certaines qui vous viennent, n'hésitez pas justement à les écrire dans le chat comme vous l'a proposé le professeur Monkundia. Alors, on va passer du coup sur la partie hop. Donc, comment renforcer la prévention de la dénutrition en Bourgogne-Franche-Comté? Donc, il me semble bien que le docteur Van Wimmelbeke n'a pas pu se connecter. Et je ne sais pas du coup si Madame Nézé est arrivée. Il me semble que non. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de vous faire participer également et que vous nous partagez vos idées d'action. Je sais que dans les participants, il y a des référents PNNS sur les collectivités. Donc, pareil, si vous voulez partager vos expériences, les actions que vous menez sur vos territoires, ce serait très intéressant pour nous tous. Donc, je vous laisse prendre la parole. Je crois qu'il y a Sigolène Murat
et et je crois qu'il y a une autre personne qui est Martine Martin aussi qui est signataire de la charte, PNLS, il me semble. Donc si vous voulez intervenir. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, donc c'est Ségolène Murat, je suis sur le Grand Chalon. Nous, on va avoir une réunion de préparation juste après le webinaire, donc je pourrais vous en dire plus une prochaine fois. Mais on a déjà l'hôpital privé Sainte-Marie, la clinique du Chalonnet qui est un SSR, et puis le centre hospitalier qui va mettre en place des choses, l'hospitalisation à domicile aussi. On a la maison des seniors qui est le lieu dédié aux seniors sur Chalon, qui a déposé des projets aussi de formation de ces aides à domicile, avec la possibilité de faire intervenir des professionnels diététiciens, APA ou psychologues en fonction des problématiques qui pourraient être vues chez les personnes, quoi, avec un temps de sensibilisation aussi qui serait fait par deux diététiciennes. L'année dernière, on avait fait un livret de recettes, une compilation de recettes proposées par des diététiciennes de différentes structures. Donc, on verra si on le réimprime, si ça intéresse du monde. Et après, à La Réunion, il y a pas mal de personnes des laboratoires ou de structures de suivi à domicile. NHC, Fresenius, Asdia. Voilà, on a aussi le centre de soins infirmiers ADMR qui, l'année dernière, avait sensibilisé personnel et famille, et qui sera là aussi à La Réunion. Nutrisens aussi, j'oubliais. Voilà. Et puis, après, on a aussi, mais ça, on le fait tout le temps, on ne le met pas forcément en avant, mais tous les programmes sport santé qui sont mis en place et qui repartent là, à la rentrée, avec des créneaux pour les seniors aussi qu'on essaye d'impulser au sein des communes ou de résidences seniors. Voilà, des ateliers cuisine aussi avec la maison des seniors ou avec des maisons de quartier. D'accord, merci. Pour moi, j'ai un terrain un peu plus à une plus petite échelle. Donc, sur mon secteur, dans les EHPAD, ils ont l'habitude de travailler dans leur pratique au niveau infirmier sur ces questions-là. Donc, en général, ils n'ont pas besoin d'appui sur ces semaines-là. Par contre, ma difficulté, c'est pour le mettre à domicile. J'avais essayé de faire des ateliers à domicile, mais j'avais eu personne. Parce que les gens ne s'identifient pas forcément malnutris quand ils vivent à domicile. Voilà. Donc, c'est une vraie problématique. Après, j'avais fait des ateliers cuisine, mais pour tous seniors, pas forcément pour seniors dénutris. Voilà. Donc, je suis un peu limitée et je ne sais pas comment faire participer des gens qui vivent à domicile. C'est toute ma problématique et je n'ai toujours pas trouvé de biais. Voilà. Merci. Peut-être que certains des participants ont des idées ou des leviers à vous proposer. Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est un moment, voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Madame Carole Magré, si vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. En ce qui concerne les personnes à domicile, je pense que ça serait bien qu'on puisse axer les actions sur les personnes qui interviennent justement auprès de ces gens, à savoir les ADMR, les Eliades, les infirmières à domicile, les kinés à domicile, enfin tous les professionnels à domicile. Ceux qui sont porteurs de repas, ceux qui sont acteurs auprès de ces gens pour le ménage, pour les soins et toutes ces choses-là, qui puissent faire partie. Pardon. Non, allez-y. C'est compliqué dans les services de soins à domicile parce qu'ils sont exsangues au niveau personnel. Donc, Bien sûr. Après, nous, je vous dis ça parce que sur c'est ce qui va nous tenir à cœur, bien évidemment, sur nos actions au niveau de la CPTS, parce que on sait pour beaucoup que les personnes actuellement souffrant déjà de dénutrition
sont bien sûr soit en structure, soit à domicile. Et je sais qu'il y a pas mal de professionnels chez nous qui parlent entre eux. Donc, par exemple, infirmières à domicile, ADMR, Eliade, et les pharmaciennes, parce qu'ils sont toujours dans l'échange par rapport à des personnes justement qui sont dénutries. Donc, nous, ça nous Ok. tient à cœur vraiment de toucher tous les professionnels, pas seulement le médecin généraliste qui va faire l'observance d'une dénutrition, mais surtout dans la suite du parcours et le suivi d'une amélioration ou en tous les cas pas d'une déperdition par la suite. D'accord. Merci. Merci. Oui, en effet, comme l'a dit le docteur Rouillère en introduction, plus on sera à se mobiliser sur ces questions, mieux ça sera. Il y a monsieur Jean-Luc Gallet qui a levé la main aussi pour réagir, donc je vous laisse prendre la parole. Je pense que c'était pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, ou pas d'ailleurs. Oui, bien sûr, le champ domicile. Bonjour, donc Jean-Luc Allais, je suis responsable régional pour la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs, et la délégation Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du déploiement de ces actions de développement, vise de plus en plus aussi à informer à la fois les particuliers employeurs et leurs salariés, notamment les assistants de vie, sur un certain nombre de thématiques problématiques liées notamment au champ de la santé, d'où effectivement ma connexion au webinaire d'aujourd'hui. Actuellement, parce que notre secteur il est construit autour de quand même tout un ensemble d'actions qui ne tournent pas uniquement sur la réglementation de l'emploi à domicile pour un particulier employeur, mais bien évidemment aussi sur d'autres ateliers, notamment qui sont mis en place par notre groupe de protection sociale, l'IRSEM. Et on mobilise sur les territoires des acteurs, notamment par exemple le PRIDEJ, sur des programmes, la sensibilisation au programme alimentaire. Et je pense que dans cette même dynamique, on pourrait éventuellement coordonner certaines de nos actions sur les territoires. Pour information, le 5 octobre, on organise notre prochaine journée régionale à Chalon-sur-Saône pour notamment créer davantage, on va dire, de liens collaboratifs autour de ces différentes thématiques périphériques à l'emploi à domicile, notamment la prévention santé et la vie sociale. Donc, je reste à votre écoute, votre disposition pour en savoir plus. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait une autre main levée. Je crois que c'est monsieur Bélanger qui a levé la main. Si vous voulez bien Oui, prendre la parole. oui, bonjour, merci beaucoup. Donc moi, je ne suis pas du tout un acteur terrain comme les personnes qui viennent de s'exprimer. Je suis responsable d'un Master 2 qui s'appelle le Master de Nutrition Santé à la Faculté des Sciences de Dijon. Et je voulais simplement indiquer aux participants de ce webinaire que nous avons en partenariat avec la CARSAT, avec un groupe d'étudiants sur des projets, ce qu'on appelle projets de terrain, des actions qui vont prochainement être menées sur le thème de la nutrition des personnes âgées, et je dirais des jeunes personnes âgées, puisque la CARSAT plutôt l'accent sur les personnes, jeunes personnes âgées à domicile, voilà, des jeunes retraités, si on peut le dire ainsi. Et donc faire de la prévention sur le thème de la dénutrition, bien sûr, sur ces personnes, c'est l'objectif de ces projets que nous avons avec la CARSAT cette année. Donc, nous pourrons, si vous le souhaitez, vous faire part de ces actions que nous mènerons et ou voir avec la CARSAT faire des actions en partenariat avec certains ou certaines d'entre vous. Merci beaucoup. Merci pour cette piste, en effet. Ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas à retenir si ça vous intéresse. J'ai vu une autre main se lever, Madame Mine, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, je fais écho à Monsieur Bélanger, puisque je suis représentante de la CARSAT sur l'atelier nutrition des ateliers Bonjour, donc le programme d'ateliers de prévention à destination des seniors à domicile. Donc, effectivement, on a un partenariat avec l'université où on va proposer travailler sur le sujet cette année. Mais plus globalement, effectivement, si vous voulez, pour certains d'entre vous, vous rapprocher de moi pour l'année prochaine ou les années futures, puisque je tends à développer en fait les actions qu'on peut mener au niveau de la dénutrition et surtout sur toute la région. Donc effectivement, je cherche aussi des partenaires avec qui travailler, que par exemple, ça pourrait donner une animation dans le cadre d'une séance de l'atelier
qui se déroule voilà, sur l'année et sur la partie, sur le champ des nutritions en particulier. Cette année, on commence, en fait, on vient s'insérer dans le dispositif. On va proposer déjà de diffuser les flyers de la dénutrition, donc du collectif de la dénutrition, pendant les séances des ateliers nutrition, mais aussi activité physique et prévention des chutes, hein, puisqu'ils sont tous en lien. Donc, on commence petit, mais voilà, à l'avenir, on va donc avec aussi les étudiants, on va voir ce qu'on propose. Mais voilà, tout est possible de mon côté, donc n'hésitez pas si vous avez besoin que je puisse faire le relais avec vous. Voilà. Moi, je suis très intéressée sur mon secteur. Ah, bah, il faut prendre contact alors, n'hésitez pas. C'est le moment aussi hein, de récupérer des contacts, hein, de faire du réseautage. Est-ce que d'autres participants ont des idées d'action à proposer, des exemples, voilà, des choses qu'ils ont pu mettre en place dans leur structure, par exemple? Du coup, j'avais levé la main pour répondre à la personne. Ah, désolée, j'avais pas vu. Sur les personnes à domicile, en fait, il ne faut pas forcément se dire que c'est des personnes à domicile qui sont dénutries, mais plus qu'on fait de la prévention primaire, quoi. Et du coup, nous, l'année dernière, ça avait bien marché dans une maison de quartier avec un titre très basique. Voilà, le plaisir du dîner. Ou bien dîner chez soi. Enfin, des trucs qui parlent pas de dénutrition et du coup on vient parler de l'alimentation en général et puis ça permet de parler de la dénutrition en amont parce que ça peut être pour elle à ce moment-là, ça peut être pour plus tard, ça peut être pour une amie, pour un parent. Voilà. Merci. Et j'ai vu Madame Béranguigné, et je ne sais pas, selon le temps qui nous reste, ce sera peut-être la dernière. Oui, je vous bonjour laisse, à mais tous. vas-y. Merci beaucoup pour le webinaire. Du coup, moi, je m'appelle Jeanne Béranguier, je suis la coordinatrice de la Semaine nationale de la dénutrition 2023. Et du coup, c'était juste pour parler, lorsque vous parlez d'action, pour vous dire que le collectif de lutte contre la dénutrition, qui est un collectif de scientifiques, va mettre à disposition fin septembre, début octobre, des guides d'action pour différents secteurs sur la dénutrition, que ce soit pour le secteur du domicile, des EHPAD, du secteur du handicap et des hôpitaux. Et du coup, à l'intérieur, vous allez retrouver des actions que vous pouvez faire tout au long de l'année, mais également lors de la Semaine nationale de la dénutrition. Voilà, c'était juste pour vous informer sur les ressources qui sont disponibles. Merci. En effet, on avait préparé du coup une diaporama sur le collectif de lutte contre la dénutrition. Du coup, on va pouvoir en parler aussi. J'ai vu une autre main se lever. Mais j'ai pas vu qui était la personne qui avait levé la main, donc si elle veut bien prendre la parole. Non? Bon. Bon, du coup, on va poursuivre. Je sais pas, du coup, je pense pas que Madame Nézé ait réussi à se connecter, je l'ai pas vue. Maureen, tu confirmes du coup? Et non, je confirme que Madame Nézé Ouais. n'est pas là, oui. D'accord, merci. Donc oui, bah du coup, le collectif de lutte contre la dénutrition nous a fait voilà, avancer sur voilà, où vous voulez vous mener. Donc on va vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter voilà, à faire labelliser vos actions sur leur site et voilà, avec une commande de kit. Voilà, après, je ne sais pas si vous vouliez faire une présentation plus approfondie, n'hésitez pas. On vous laisse, Je vais on vous laisse la parole. juste rappeler 2 minutes en fait ce qu'est la semaine pour ceux qui ne connaissent pas forcément, comment on se labellise et pourquoi. Alors du coup, la Semaine nationale de la dénutrition, c'est une semaine de santé publique où des participants vont effectuer des actions dans toute la France, dont les Outre-mer. Et vous allez pouvoir en fait, grâce du coup à notre formulaire d'inscription, décrire votre action que vous allez faire donc sur la lutte contre la dénutrition. Ensuite, vous allez être labellisé, vous allez recevoir un logo ministériel de la semaine et vous allez pouvoir être référencé sur notre carte de France interactive, donc ce qui permet de vous visibiliser au niveau des acteurs locaux notamment.
Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en effet, la semaine, ça s'adresse à tout type d'acteurs, que vous soyez professionnel de santé, établissement, hébergement, que comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a décliné nos kits de communication en 3 catégories, que ce soit grand public, soignants et aidants et aide à domicile, tout simplement pour répondre au plus près à vos besoins. Que les actions que vous pouvez faire, du coup, puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup, en effet, d'interrogations sur les actions, ce qui est normal, parce que ça peut faire un peu peur. Ça n'a pas forcément vocation à des actions qui sont complètement, vraiment, qui sont de taille incroyable. Ça peut être simplement de la communication, de la sensibilisation, de la formation, ou alors un atelier culinaire, un atelier d'activité physique adaptée, une idée de recette. Enfin, vraiment, ça prend la forme que vous voulez. Il n'y a pas de limite ou de format type. Et le collectif est là aussi pour vous épauler si vous voulez faire une action justement un peu plus ambitieuse. On a des ressources et bientôt, ces ressources, elles vont être accessibles aussi parce qu'on va sortir une plateforme de ressources sur la dénutrition qui va s'appeler l'Académie de la dénutrition. Donc, elle va sortir avant la semaine, donc fin octobre, début novembre, où vous allez pouvoir en fait retrouver l'ensemble des ressources de dénutrition qui vont être référencées et donc avec scientifiquement validé par le collectif. Donc voilà un peu pour cette édition 2023. Et n'hésitez pas, du coup, je vais mettre aussi le mail contact du collectif dans le chat. Comme ça, vous pouvez aussi nous contacter directement si vous avez des questions, des interrogations sur la semaine. Et voilà, n'hésitez pas à regarder le site. Et surtout, l'important pour nous dans la semaine, c'est en fait de vous valoriser, vous, les acteurs locaux. Et donc, même si vous faites des petites actions au quotidien, et c'est normal, puisque la lutte contre la dénutrition, c'est tout au long de l'année et pas que pendant une semaine, bah, l'idée, c'est que vous les fassiez aussi à ce moment-là pour les valoriser, pour vous mettre en visibilité et surtout, voilà, oui, mettre à l'honneur votre engagement. Voilà. Merci pour cette présentation. Si vous avez des questions, des réactions, je vous laisse aussi la parole. Alors là, du coup, je ne vois même plus les mains levées, donc n'hésitez pas à prendre la parole, hein. Alors, Mélanie, je me permets parce qu'on Oui, a vas-y. Virginie Van Winmelbeke qui Ah, nous super. rejoint à l'instant. Ah, super. Ben, on va pouvoir lui laisser la parole. Voilà, elle vient juste d'arriver. Bonjour. Je vous prie d'excuser ce retard, mais un peu indépendant de ma volonté. Bah, merci de vous être rendu disponible. On a avancé un peu sur l'ordre du jour. On présentait le collectif de lutte contre la dénutrition, mais voilà, si vous voulez, on peut poursuivre avec votre présentation. Mais comme vous voulez, hein, sinon on aura d'autres occasions, hein, je pense, il n'y a pas de souci, continuez comme Après, ça. je pense que ça peut intéresser les acteurs. Après, je sais pas, hop, Du coup, Mélanie, voilà, je te laisse oui. peut-être partager le diaporama Oui. de Virginie. Encore merci de votre présence. Non, mais c'est moi qui suis désolée de vous avoir un peu lâché au dernier moment, mais en plus, j'arrivais pas à vous joindre. J'avais mon téléphone qui était pas du tout connecté, donc bon. Voilà, je vous ai mis votre diaporama. OK, Vous me j'ai dites la main quand ou c'est vous qui passez les diapos? c'est avec moi qui vais passer les D'accord. diapos, donc n'hésitez pas à me dire, OK, bah, on va passer à la suivante, hein. Bon, l'idée, c'était, ce qui m'a été demandé, c'était un peu de vous présenter ce que l'on faisait, nous, au niveau de l'unité de recherche, en gériatrie, avec, bien sûr, l'axe nutrition, dénutrition. Notre population cible, hein, ce sont des populations de plus de 70 ans, mais c'est pas parce qu'on a notre équipe qui est localisée au niveau de l'hôpital qu'on fait que de l'hospitalier. On fait vraiment, on a beaucoup de projets, en fait, qui, sont en lien avec le domicile. Avec soit des personnes autonomes, soit des un peu moins autonomes, on va dire, avec du portage de repas. Bien sûr, des personnes qui sont en établissements, médico-sociaux et particulièrement les EHPAD. On n'est pas trop sur le handicap plus jeune et des personnes qui sont, hospitalisées, bien entendu, et on travaille surtout sur la thématique, en fait, autonomie ou dépendance culinaire, puisque notre axe de recherche est surtout centré sur l'alimentation. Diapositive suivante.
Donc, en fait, nos thèmes se déclinent un petit peu dans cet ordre-là, donc avec un fil conducteur qui est extrêmement important chez nous, c'est le plaisir de manger, tout en essayant de lutter contre la dénutrition, donc en essayant de trouver des solutions, mais qui ne soient pas que nutritionnelles. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'avoir des solutions qui soient agréables à manger, éventuellement aussi agréables à voir, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas en fait l'élément central qui permettait d'initier la prise alimentaire. Et donc, notre objectif, c'est de rechercher des solutions appropriées pour nourrir correctement le mangeur âgé, des solutions qui vont surtout être centrées sur, on va dire, le comportement du consommateur, essayer de mieux comprendre pourquoi et comment il consomme, identifier des stratégies qui vont être pertinentes pour avoir une alimentation aussi saine et durable, puisque, comme vous le savez, au sein d'un centre hospitalier ou même en EHPAD, on a énormément de gaspillage. Donc, comment essayer de réduire tout ça? Et on agit soit sur le contenu de l'assiette, donc en essayant d'apporter des nutriments qui sont de meilleure qualité, de meilleure densité aussi, mais qui ont du goût. Et essayer également de faire en sorte que ce soit confortable de manger, en prenant en compte les capacités masticatoires et dentaires. Et puis, on a aussi tout l'environnement du repas, puisque c'est aussi un élément, je dirais, clé, avec des stratégies plutôt sur le réengagement, on va le voir un petit peu. Et puis, on essaie aussi de tenir compte du fait que pour qu'une personne soit bien nourrie, il y a aussi tout l'entourage qui interagit. Donc, on a travaillé sur un outil en particulier de mesure de la prise alimentaire, essentiellement sur le centre hospitalier, et puis de sensibiliser le personnel, puisqu'on sait aussi que la problématique de la formation est souvent parce que justement, il y a une méconnaissance de ce qu'est la dénutrition, qui a parfois une absence ou en tout cas des actions qui sont peut-être pas forcément bien orientées. Alors, diapositive suivante. Alors, je vais vous présenter, mais très très vite, les études qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, on a beaucoup travaillé en termes de réengagement, c'est-à-dire de redonner du choix à la personne âgée. Donc, vous avez l'étude petit déjeuner qui a été en fait de pouvoir faire des petits déjeuners collectifs en salle à manger en EHPAD, en donnant du choix de sucré, salé. Et comme on est toujours dans une étude clinique, malgré tout, on essaie de redonner du plaisir, mais on fait aussi de la recherche. Et donc, on a comparé ce petit déjeuner à un petit déjeuner classique qu'on peut trouver à l'hôpital, et un petit déjeuner avec du choix également, mais seulement pris dans la chambre seule par rapport au choix qui est fait dans la salle à manger. Et en fait, on a vu qu'au petit déjeuner, dans la salle à manger, on avait beaucoup de convivialité, donc le petit déjeuner avait tendance à durer dans le temps et avait tendance à impacter un peu, du coup, le repas du midi et le repas du soir, alors que quand on donnait du choix dans la chambre, alors certes, il y avait moins de convivialité, mais on avait un intérêt, en fait, surtout sur le plan nutritionnel, puisqu'on augmentait et les calories et les protéines ingérées. C'est-à-dire que ça n'impactait pas sur les repas suivants, puisque la particularité, donc ça a été fait en EHPAD hospitalière. La particularité, c'est que on ne peut pas décaler les repas, alors que si on avait peut-être pu les décaler le midi et le soir, on n'aurait pas eu cet effet. Et puis une autre stratégie de choix que l'on a testé, c'est des déjeuners avec l'entrée, le fromage, le dessert en choix. On n'a pas pu le faire le plat principal parce que le plat chaud, c'est plus compliqué d'un point de vue logistique. Et on l'a comparé à des repas sans choix. Et là aussi, on a eu une amélioration de la consommation de protéines de plus de 15 grammes. Sachant qu'on donnait accès à des entrées protéiques avec de la charcuterie, mais aussi des petites quiches, etc. Et donc, on avait vraiment le côté plaisir. Diapositive suivante. Et la prochaine étude, en fait, sur le réengagement, c'est d'essayer de travailler un peu sur… On a les commissions menus en milieu collectif, mais là, on aimerait bien travailler sur des commissions goût. C'est-à-dire là, on a fait une étude de cet été sur ce que pensait le patient de l'alimentation qui est servie à l'hôpital. Vous savez que c'est une image souvent qui est assez négative. On ne mange pas bien à l'hôpital, alors que ce n'est pas toujours vrai en tout cas. Mais ce sentiment qu'on n'a pas de choix, on ne peut pas choisir l'heure, on ne peut pas choisir le menu, on a une absence de choix
Et du coup, là, on a demandé un petit peu sur le plan sensoriel ce qu'ils pensaient au moment du déjeuner, mais globalement sur l'ensemble des repas. Et ce qui ressort souvent, en fait, c'est que c'est pas assez assaisonné. Donc, c'est pas si mauvais que ça, mais s'il y avait un accès à l'assaisonnement, donc on est toujours dans je dirais, dans le choix de pouvoir accompagner au repas. Bon, parfois des plats qui sont pas tout à fait appropriés parce qu'il n'y a pas forcément effectivement ce choix de menu, il est plutôt imposé. Et l'objectif de cette première enquête, c'est d'essayer en fait d'aller un peu plus loin. On verra avec un outil aussi de mesure de la prise alimentaire pour retravailler avec les cuisiniers sur les recettes, de les refaire goûter à un panel de patients hospitalisés et ainsi de suite, de faire des allers-retours pour qu'on arrive à avoir des plats qui soient au goût du patient, puisqu'on sait que parfois ils ont des syndromes inflammatoires et puis des médicaments qui ne sont pas toujours appropriés. Diapo suivante. Donc là, on a beaucoup travaillé aussi sur les compléments nutritionnels oraux qui sont donnés, parce qu'on a énormément de gaspillage. C'est-à-dire de savoir comment ils étaient distribués, quelle était la consommation, et on aimerait vraiment travailler sur un discours, c'est-à-dire est-ce qu'il faut opter pour un discours médical? C'est un complément nutritionnel oral qui est distribué par le médecin et qui est prescrit par le médecin, ou au contraire, faut-il donner plutôt un aspect un peu plus gourmand comme message? Et on le verra un peu plus tard, tout simplement parce qu'on a testé des compléments dans des petites verrines et on a vraiment une amélioration de la consommation. Le fait de le présenter en fait hors de son emballage, dans des petits gobelets en verre ou dans des petites coupes en verre, ça marche beaucoup mieux. Diapositive suivante. Alors, 2 projets dont vous avez peut-être entendu déjà parler, Renaissance et Alimasens. Renaissance, c'était de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du comportement alimentaire, mais surtout des profils de mangeurs de personnes âgées, plutôt dépendantes sur le plan culinaire. Et de trouver des stratégies pour pouvoir proposer, on est toujours dans le choix, hein, est-ce qu'on met plusieurs sauces à disposition au milieu de la table? En essayant aussi de trouver des solutions qui n'ont pas des coûts trop élevés pour les établissements, parce qu'on sait très bien que ça ne se mettra pas en place. Et à Limassens, on s'est surtout centré sur le confort en bouche. Donc, il y a eu un questionnaire sur le confort en bouche qui a été développé pour savoir si un aliment était accepté ou non et facilement masticable, avalable par la personne âgée. Il y a eu aussi des produits qui ont été développés dans ce cadre-là. D'autres diapositives suivantes, d'autres études qui ont cette fois été plus à l'échelle de l'Europe. Pour le projet manuel, l'objectif là, c'était vraiment de recentrer en fait plusieurs données sur la dénutrition et d'essayer de mettre en avant les déterminants modifiables et non modifiables de la dénutrition. Donc là, il n'y a pas eu vraiment d'études de fait, c'était plus du regroupement de données. Fortify, c'est une étude qu'on est en train de terminer là. C'est une étude qui a été faite à domicile sur de la fortification qui était donnée dans le cadre de la prévention de la dénutrition, mais aussi de la perte d'autonomie, hein. C'est des personnes alors, qui ont plus de 70 ans, mais qui ne sont pas dénutries, qui peuvent être à risque. Et l'objectif, c'est de pouvoir, on leur a proposé en fait des livrets de recettes, viande, poisson et recettes fortifiées, un guide sur le petit mangeur, grand âge, petit appétit et un guide sur le bien vieillir, bien bouger. Et donc là, on a jusqu'à la fin de l'année pour dépouiller en fait toutes les données que l'on a fait, avec 2 fortifiants qui étaient le Délical et la protéine de soja. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler parce que les résultats ne sont pas encore développés. Diapositive suivante. Je suis désolée, c'est un peu un catalogue, hein, mais j'ai repris une présentation que j'avais déjà pour vous montrer un petit peu ce qu'on faisait. Dans le projet Remus, on a eu 2 FUI. Là, on a travaillé beaucoup sur des crèmes dessert qui étaient déjà commercialisées pour voir l'impact qu'elles pouvaient avoir sur la masse musculaire en faisant surtout des bilans et des profils d'acide aminé. Et puis le projet Aginov, là, ça a été l'objet de développement avec des industriels de 2 poudres protéiques neutres, l'une qui est salée, l'autre sucrée.
et qui ont l'avantage en fait de s'incorporer dans n'importe quel plat. C'est du moment où c'est du salé, on l'a mis nous dans du gratin dauphinois, on l'a mis dans du hachis parmentier, enfin voilà, il se mélange à l'appareil, donc c'est plutôt sympa. Et la salée, elle se mélange à de la crème vanille, elle se mélange à du pudding, elle se mélange à du gâteau au chocolat, enfin bon voilà. L'avantage, c'est qu'elle elle est neutre et on arrive à augmenter de 8 à 10 grammes, par plat, les apports protéiques. Au-delà, ça devient un peu de la pâte, difficile à consommer. Mais bon, l'avantage, c'est que, nous, on les a testés auprès des cuisiniers aussi parce que notre souhait, c'était de savoir si c'était facilement incorporable dans les recettes, dans leurs recettes et ça a plutôt été concluant. Après, il y a je dirais l'image que ces protéines peuvent avoir, hein, auprès des professionnels parce que ça, c'est aussi un frein qu'il faut arriver à passer. C'est que souvent, ils nous disaient: «Ouais, c'est vachement bien utilisé, mais nous, on voit pas tellement l'intérêt auprès de notre population parce qu'on essaie de faire de la cuisine maison et pour nous, c'est pas très naturel, quoi. Donc faut tenir compte aussi de ça parce que le personnel peut parfois freiner sur, l'utilisation de certains produits. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de diapos derrière, mais vous me dites si, bon, bah, là, c'était, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, typiquement l'utilisation de compléments nutritionnels dans des verrines ou dans des coupes. Et il faut savoir qu'on a eu 25 de consommation en plus quand c'était en verrine, alors que c'est moins consommé quand c'est en bouteille, sachant qu'on n'a rien changé par ailleurs, sur le mode de distribution, de consommation. Donc, ça pouvait rester 3 heures, sur la paillasse, hein, enfin sur la table du patient. On a juste changé le mode de présentation et ça marche quand même mieux. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben, le Food in Tech, donc c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourrait être en lien avec les commissions du goût. L'objectif étant de photographier en fait chaque plateau qui est servi aux patients, de manière à identifier leur consommation puisque, l'intelligence artificielle compare la photo d'avant, la photo d'après et ils permettent ensuite par un signal de fichier, renvoyé aux diététiciennes de savoir si, les personnes sont en insuffisance d'apport, que ce soit énergétique ou protéique, puisqu'il y a des alertes qui peuvent se mettre en place et nous, l'intérêt qu'on voit dans cet outil, c'est qu'on va avoir des photos, on va avoir une quantification et derrière, avec, cette commission du goût, pouvoir, associer, le fait que les personnes ne mangent pas pour telle raison. Alors ça peut être parce que je ne suis pas bien, parce qu'il y a trop de sauce, parce que c'est pas assez cuit, parce que c'est pas assez tendre et cetera et l'objectif, ce serait vraiment de retravailler les recettes derrière avec les cuisiniers pour améliorer cette image aussi, de l'hôpital. Et puis je crois que derrière, c'est à peu près tout, hein, oui voilà, bon là, c'est l'appel à manifestation, mais la seule chose que l'on a eu en plus ici, c'est, une action sur les formations. Donc avec, Creative, on a développé un module de formation sur la dénutrition qui est en e-learning, pour les professionnels hospitaliers, sous des petits formats, d'une dizaine de minutes. Parce que, ben, s'ils sont formés, ils comprendront mieux le pourquoi il faut, manger à chaque repas et pas se dire: «Ben, il a pas mangé ce midi, c'est pas grave, il mangera mieux ce soir ou il mangera mieux demain». Voilà et puis, je crois que c'est à peu près tout. Derrière, ça doit être de la valorisation, je crois. Voilà. Je vous parlais des petits guides, hein, tout à l'heure, donc diapo suivante. Voilà des petits guides qu'on sera amenés probablement à mettre à disposition, d'ici la fin de l'année, donc n'hésitez pas si vous souhaitez en recevoir. Le guide grand âge Petit Appétit, il est déjà connu parce qu'il a été développé dans le cadre de Renaissance. Il est déjà pas mal distribué. Le bien bouger, il est, ben, en cours là et puis, les recettes de cuisine, voilà, qu'on a élaborées. C'est pas des recettes qui sont très, très longues, mais l'avantage, c'est que surtout, ça permet d'apporter, entre, 3 et 20 grammes de protéines, sur des recettes, qui peuvent être combinées. Voilà, donc j'ai été un peu vite, je suis désolée, mais je voulais, pas trop dépasser le temps. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Mais voilà, je serai tout à fait disponible pour discuter avec vous, éventuellement d'actions qu'on pourrait, envisager. Merci beaucoup Si. pour cette présentation.
C'est vrai que moi, personnellement, j'ai hâte de connaître les résultats sur l'enrichissement avec les protéines végétales parce que ça peut être une belle perspective d'avenir ou pas. On verra donc. Et je rebondis parce que ça fera du lien justement avec le livret Grand Âge et Petit Appétit. On voulait vous présenter la bibliographie qui a été réalisée par notre collègue documentaliste et sur laquelle justement on retrouve le lien, on a ajouté le lien pour pouvoir télécharger ce guide puisqu'il y a une question parmi les invités. Donc celui-là, je crois qu'on peut déjà le télécharger et que ma collègue l'a inclus justement dans la bibliographie. Et du coup, Marion, est-ce que tu es là? Oui, Oui, bonjour. du coup, je te laisse la parole. Merci. Ok. Je ne sais pas si je peux partager mon écran ou pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon écran avec la bio. Oui. Alors, Oui, nous on voyons. voit l'écran, on voit une image. Ouais, qui bouge. Ok. Non, simplement, très rapidement. Donc, moi, je m'appelle Marion Defaux, je suis documentaliste à l'IREFS et j'ai fait cette bibliographie au mois d'avril 2023. Je l'ai appelée bibliographie sélective parce que le but du jeu, c'était pas du tout d'être exhaustif, mais plutôt d'aller à l'essentiel. Et dans cette bibliographie, vous allez retrouver des définitions sourcées de concepts qui rentrent dans cette thématique. Une partie axée sur où vous avez regroupé toutes les recommandations. Et puis, encore une partie intitulée « À l'action », qui regroupe des exemples d'actions, des outils, etc. Je vais vous montrer ça très rapidement. Je signale qu'il y a beaucoup de documents qui sont accessibles en ligne. Les liens étaient bons, tous bons, le 11 avril 2023. Évidemment, sur Internet, tout change très rapidement et il est possible que des liens ne fonctionnent plus. Dans ce cas-là, on peut retrouver les documents en copiant, collant le titre. Normalement, on le retrouve. Et puis, j'ai mis aussi un logo là qui indique des documents qui sont vidéo, des documents vidéo, des podcasts. Moi, j'aime bien écouter des podcasts en faisant autre chose, donc je me suis dit peut-être que ça peut intéresser les autres. Voilà, donc vous avez des définitions. J'ai mis la définition qui émane de la Haute Autorité de Santé. En fait, l'idée aussi, c'est vous avez les liens vers les documents dont la citation en fait est tirée. L'idée aussi, c'est que ça appointe des documents, mais aussi des sites qui peuvent être ressources et vous pouvez fouiller autour. Voilà, les déterminants de santé, la prévention, promotion de la santé, etc. Les recommandations, la Haute Autorité de Santé, surtout. Voilà, vous avez des petites traductions en vidéo qui peuvent être plus digestes. Et puis, des exemples d'actions. Donc, nous, on travaille sur ce qui est publié et accessible en ligne. Voilà, etc. Je vous laisse tout regarder. Ce qui va répondre à la question qui vient d'être posée, c'est ça, voilà, Grand Âge et Petit Appétit, qui est disponible en ligne. J'espère que le lien fonctionne. Normalement, oui. Vous avez le guide pratique sur le manger main, des boîtes à outils, etc. J'ai trouvé des applications numériques aussi. Ah oui, il y a un truc à dire aussi, c'est que
On trouve beaucoup de documents qui sont récents, très récents, et ça montre quand même l'acuité de la problématique ou de la thématique en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Marion. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils assez nouveaux qui arrivent cette année sur cette thématique-là. Donc, on a créé un podcast qui va être diffusé dans les jours à venir, d'abord dans une radio nivernaise et puis qui sera diffusé à tout le monde hein, sous forme de podcast. On y parle notamment du projet Fortify dont Virginie parlait tout à l'heure. Dans les outils tout nouveaux aussi qu'on met à votre disposition gratuitement et que j'ajoute dans la conversation, c'est une exposition cuisine du terroir. Donc cette exposition a été créée à la fois pour prévenir la dénutrition et aussi pour montrer que la cuisine du terroir, c'est un outil intéressant pour voilà, favoriser l'appétence et pour cuisiner en prévenant donc la dénutrition. C'est une exposition qu'on retrouve dans chaque centre de documentation de l'IREPS en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans chaque département, il y a un exemplaire que vous pouvez nous emprunter gratuitement et on y retrouve voilà, différents panneaux avec notamment le questionnaire parade sur le dépistage de la dénutrition, des informations, des idées reçues. C'est assez complet parce qu'on a aussi le versant activité physique qui a été pris en compte dans l'exposition. En tout cas, voilà, si vous voulez nous emprunter, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi la télécharger directement dans le lien que je vous ai mis dans la conversation. Et puis, à venir, parce que finalement, on a parlé aujourd'hui beaucoup d'actions auprès des professionnels du domicile, des actions dans les établissements, mais c'est aussi important qu'on puisse convaincre les décideurs d'agir. Et donc, le tout nouvel outil qui arrive, c'est le nouvel exemplaire de Territoire Nutrition, donc un journal qu'on crée depuis quelques années maintenant avec différents acteurs du territoire, notamment le pôle de gérontologie et d'innovation hein, qui est présent avec nous cet après-midi et qui a contribué à la construction de cet exemplaire et donc voilà, qui sera disponible d'ici le mois d'octobre. On attend d'avoir le retour du collectif de la dénutrition, de savoir si ce numéro est bien labellisé. Mais je pense que ça posera pas de soucis. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir, prendre la parole avant qu'on conclue ce webinaire. Je vais juste prendre la parole rapidement, juste pour vous dire que n'hésitez pas à vous rendre sur Bebop. Ah, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Hein. C'était juste par rapport en fait au mail que j'ai reçu, c'est plutôt l'aspect technique sur la livraison des kits de communication. Parce qu'en fait, pour le coup, je vais en avoir besoin assez tôt parce que je dois les envoyer aux coordinations dans chaque département. Du coup, c'était pour vous indiquer, comme j'ai vu que c'était déjà en dématérialisé. Alors moi, j'ai les moyens de les imprimer de mon côté, donc je pense que je vais le faire en amont. Et du coup, ça dépendait en fait de quand vous envoyez les kits de com, mais je me disais qu'une semaine avant, c'était peut-être un peu juste, parce que dans le mail, c'était maximum une semaine avant, sans trop de précision. Donc voilà, après, c'est pour éviter que de les avoir, de me les envoyer, puisque et en plus, moi, je les imprime, ça fait peut-être double emploi, quoi. Donc c'était plutôt. Pour ça, je savais pas trop comment, voilà, pour pas qu'il y ait de gâchis non plus en termes de papier, etc. Donc c'était voilà, du coup, j'ai peut-être pas besoin de les recevoir de mon côté. Est-ce que vous avez peut-être besoin que je renvoie un petit mail pour éviter de me les envoyer?
Je ne sais pas si la personne du collectif est encore avec nous. En tout cas, s'il y a des acteurs qui ont besoin de dépliants ou autres, il nous reste encore un petit peu de stock de l'année dernière. Donc, on peut vous dépanner. Gabriel, je crois qu'il reste encore des documents au centre de documentation de Côte d'Or, notamment, si besoin. Si jamais vous n'avez pas de réponse d'ici là. Ok. Parce qu'après, voilà, si vous me les envoyez dans les temps, j'ai envie de dire, parce que je pense que je vais les envoyer, le temps que j'informe les coordinations, etc., je pense que je vais les envoyer dans le mois avant. Voilà, donc si c'est possible de me les envoyer dans ce délai-là, ça va. Sinon, je les imprimerai moi-même et effectivement, après, c'est pas la peine de m'envoyer le kit, quoi. Donc, voilà, on va voir. Mais c'est bien noté tous pour ceux qui les veulent de stocks. la documentation, n'hésitez pas à prendre contact avec les antennes départementales de l'IREPS à laquelle vous êtes rattaché. Voilà, et du coup, je voulais rebondir tout à l'heure sur les outils. Certains d'entre vous connaissent sûrement, mais il y a la base de données en éducation et promotion de la santé où vous pouvez retrouver les outils que nous avons dans nos centres documentaires. Donc, n'hésitez pas à faire une recherche avancée notamment et voir ce qu'il y a dans vos antennes, enfin, près de chez vous. Voilà, c'est un point important aussi. Et vous retrouverez les outils qu'on a pu présenter. Voilà, du coup, si vous voulez réagir, je vous laisse aussi prendre la parole parce qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Eh bien, si c'est tout bon pour vous, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous voilà, si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi. Merci. Merci Merci à beaucoup. tous. Au revoir à Bonne journée, tous. au revoir. Merci. Au revoir. Merci.